Voilà, j'espère que ce film a été parlant pour vous, a évoqué un certain nombre de choses. Pour les salariés, j'en suis sûr. Pour nos partenaires, j'en suis intimement convaincu. Et puis pour tous, j'espère que ces éléments qui vous ont été présentés ont évoqué quelque chose pour vous. Je vous propose de passer sur la deuxième partie, qui est donc cette partie consacrée plus précisément et plus spécifiquement sur la question des jeunes. Et on avait donné un titre, la grande indifférence, point d'interrogation. C'est-à-dire que ce n'était pas un jugement. C'est à un moment donné, on a, je pense, raison et motif à se poser cette question. Et donc, on a pensé inviter un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur ces sujets. Et pour organiser tout ça, nous avons demandé à Olivier Mirguet, journaliste, d'animer ce temps de colloque. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Bonjour, je suis Olivier Mirguet, je suis journaliste indépendant. Je travaille pour le journal La Tribune, un journal économique en tant que correspondant dans l'Est de la France. Et je connais bien l'association L'Étage puisque je les suis dans le cadre d'un projet photo que je mène avec eux depuis 2 ans et demi. Et cet après-midi, on m'a proposé de venir animer une table ronde qui va démarrer dans un petit peu moins d'1 heure. Table ronde qui nous permettra d'échanger, qui vous permettra aussi à vous d'échanger parce qu'on vous passera la parole, vous pourrez poser des questions. Échanger avec 2 sociologues et avec un historien. En attendant cette table ronde, donc nos trois intervenants qui sont au premier rang, je vais vous inviter à venir chacun à votre tour faire une petite présentation, un petit exposé ici à ce pupitre. Gérard Mauger, Jean-Michel Iter et François Sarfati. Gérard Mauger, vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Est-ce que vous voulez bien être le premier ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu impressionné par le film que je viens de voir, parce qu'il est impressionnant de tas de façons, mais aussi parce que d'une certaine façon, j'ai le sentiment que l'exposé que je vais vous faire est un peu décalé. Alors ça l'est par nature, parce que d'un propos de sociologue, bon, voilà, on se dit qu'est-ce qu'il vient faire celui-là, bon, je comprends, mais aussi parce que l'objet que je m'étais fixé, les jeunes en difficulté, me semble être un peu décalé par rapport à ce que j'ai vu. Enfin, j'ai eu l'impression que vous étiez de fait confronté à toute la misère du monde, que vous étiez souvent confronté aussi, en tout cas si j'en juge par ce film, à des familles, voilà, donc pas vraiment des jeunes, quoi, en tout cas au sens sociologique du terme, à des familles et à des enfants. J'ai pas vu finalement, j'ai vu 1 ou 2 jeunes, mais enfin pas tant que ça, quoi. J'ai eu l'impression, voilà, d'être confronté à des jeunes adultes, au sens où ce sont des pères et des mères de famille, et à des enfants. Bon, bref, tant pis, hein. Je ne vais pas vous parler centralement de ces pères et mères de famille et des enfants qui les accompagnent. Je vais vous parler des jeunes en difficulté parce que je ne peux pas comme ça changer d'exposé au vu du film. Bon, alors je vais essayer de faire vite aussi parce que moi j'ai passé pas mal d'années à me préoccuper de ces questions, donc je pourrais vous en parler longtemps. Donc j'ai essayé de prévoir un exposé qui soit relativement court. Attendez, je sors ma montre pour pas, parce que je déborde toujours. Voilà, voilà. Bon. Voilà. Alors, la question que moi donc je me suis posée, c'est comment est-ce que un sociologue pouvait tenter de rendre compte de la situation qui est celle des jeunes dont on dit qu'ils sont, alors les épithètes varient, en difficulté, en grande difficulté, en rupture, en souffrance, bon, en précarité, enfin bref, les appellations varient. Alors, pour essayer de répondre à cette question-là, je vais vous proposer un exposé en 3 temps, une espèce d'exposé en entonnoir, où je vais dire des choses très générales, puis de plus en plus précises sur ces jeunes en difficulté, à travers 3 paliers. Donc, je dirais d'abord pourquoi, d'un point de vue de sociologue, en tout cas, les jeunes en difficulté sont des jeunes comme les autres. Bon, banal, mais enfin, c'est bien de le rappeler. Je dirais ensuite pourquoi les jeunes en difficulté sont le plus souvent des jeunes issus de qu'on peut dire des classes populaires, mais il aurait fallu sans doute préciser bien au-delà.
Bon, tant pis. Et je dirais enfin pourquoi les jeunes en difficulté sont confrontés à des problèmes spécifiques qui sont pas, voilà, qui font qu'on les appelle en difficulté. Alors d'abord, les jeunes en difficulté, rappelons d'abord pourquoi les jeunes en difficulté sont des jeunes comme les autres. C'est le point de vue de la plupart des sciences sociales. Les démographes considèrent que les jeunes, c'est une classe d'âge qui inclut tous ceux, toutes celles qui ont l'âge de l'état civil correspondant. Donc classiquement, on dit les 18-25 ans, mais ça peut varier évidemment, puisqu'il y a une part d'arbitraire dans ces frontières d'âge. Les biologistes considèrent que la jeunesse, c'est une étape du développement et du vieillissement physiologique. De ce point de vue, là encore, tous ceux qui en sont à cette étape, à la même étape, sont identiques, au sexe près. Les psychologues, dont vous êtes sans doute plus familiers, les psychologues considèrent que, au fond, les jeunes sont caractérisés par un événement spécifique, la puberté, qui s'emprunte aux biologistes, en l'occurrence, mais qui s'accompagne pour eux de ce qu'ils appellent la crise d'adolescence. Un événement proprement psychologique qui concerne, là encore, l'ensemble des jeunes. Les anthropologues s'intéressent classiquement aux associations d'âge, aux rites de passage qui séparent ces associations d'âge, et de ce point de vue, considèrent eux aussi que l'ensemble des jeunes, ils appartiennent à une même classe d'âge. En ce qui concerne les historiens, c'est intéressant aussi souvent de lire les historiens pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les historiens se préoccupent, eux, plus fondamentalement de l'âge ou de l'époque à laquelle apparaît la jeunesse. C'est-à-dire que la plupart considèrent que la jeunesse n'a pas toujours existé comme âge de la vie. C'est le cas de Philippe Ariès, par exemple, qui a écrit un livre célèbre sur la question, et donc considèrent que voilà, bon, la jeunesse est apparue à une certaine époque. En tout cas, c'est le cas de la plupart. Quelques autres, Antoine Pro, par exemple, ont bien voulu aussi s'intéresser au fait qu'il y a des écarts entre les jeunesses. Les économistes, eux, considèrent que, considèrent de façon générale que tous les individus sont des êtres abstraits qu'ils réduisent à leur capacité de calculer rationnellement, comme d'ailleurs le droit, qui ne connaît que des individus égaux et interchangeables. Donc les jeunes y sont définis par l'endossa de la majorité civile, la majorité pénale ou la majorité politique, etc. Bon. Ah, les sociologues, j'en viens aux sociologues. Grosso modo, ils se sont mis d'accord, les sociologues d'aujourd'hui en tout cas, pour caractériser que la sociologie, c'est l'âge de la vie, qu'on caractérise par un double processus d'accès au marché du travail, c'est-à-dire de la sortie de l'école à l'accès à un emploi stable, et au marché matrimonial, symétriquement, c'est-à-dire ce processus qui fait qu'on quitte sa famille d'origine pour créer soi-même une nouvelle famille où on sera un père et une mère. Ce double processus, donc, vous voyez, accès au marché du travail, accès au marché du travail, définit une condition qui est celle de tous les jeunes aussi. C'est une période qu'on peut caractériser par une accumulation de ressources, en particulier scolaires. C'est aussi une période qu'on peut considérer comme de relative apesanteur sociale parce qu'elle est encore protégée des impératifs qui s'imposeront aux pères et aux mères de famille et qui sont encore, virtuellement soutenus par leur propre père, leur propre mère. Une période d'incohérence statutaire aussi, d'indétermination, de classement, etc. Je passe. Bref, quel que soit l'angle sous lequel les différentes disciplines des sciences sociales les abordent, les jeunes en difficulté sont, de tous les points de vue que je viens d'envisager, des jeunes comme les autres. Mais, plus précisément, j'en viens à la deuxième étape de mon entonnoir, les jeunes en difficulté sont, à de rares exceptions près, des jeunes issus de classes populaires. Alors, ça appelle quelques précisions. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je dis issus des classes populaires? Dans le cadre de cette définition sociologique usuelle, que je ne rappelle pas, comment définir jeunes des classes populaires? En toute rigueur, on peut les définir à la fois par leur origine de classe, c'est-à-dire qu'on peut considérer que leurs parents sont eux-mêmes des membres des classes populaires, c'est celle de leur famille d'origine, mais par leur avenir de classe probable au sens où il est encore en pointillé, c'est pas encore fait, quoi. Quand je dis, vous voyez, c'est l'âge qui va se clôturer avec l'accès à une position sur le marché du travail, l'appartenance aux classes populaires, elle est à venir, quoi, vraisemblable.
pas certain, bien sûr, mais vraisemblable. Alors, comment plus précisément définir l'origine ? L'origine, c'est assez simple. Hein, si je dis des familles d'origine populaire, on peut les définir par leurs ressources économiques et culturelles, qui sont grosso modo des ressources assez faibles. Voilà. Il faut rappeler d'ailleurs des statistiques peu connues, mais qui sont intéressantes, qu'en France, un tiers des ménages ne disposent d'aucun patrimoine. Patrimoine égale 0. Bon, ça fait du monde quand même. Hein, bon, voilà, toutes les familles des classes populaires peuvent être caractérisées par l'exiguïté de leurs ressources économiques, et en particulier par l'absence de patrimoine. Par ailleurs, deuxième chiffre, ce sera les seuls que je donnerai, bien que sociologue, vous n'aurez droit qu'à 2 chiffres. 60% des 25-49 ans, c'est-à-dire des personnes en âge de procréer, ont un diplôme inférieur ou égal au baccalauréat. Voilà, ça c'est pour vous voyez, par rapport, je définis capital économique, rien du tout. Capital culturel, voilà quoi. C'est pas beaucoup non plus. Alors, comment définir l'avenir de ces jeunes issus de ces familles, dont je viens de caractériser de façon très, très sommaire ? On peut dire que leur avenir va dépendre très directement des titres scolaires qu'ils ont obtenus. Alors, ça renvoie finalement aux transformations, à l'analyse des transformations du système scolaire telles qu'elles se sont produites depuis maintenant une cinquantaine d'années. Disons avant 1980, pour les enfants issus de classes populaires, l'auto-élimination procédait souvent à la relégation scolaire. On disait « l'école, c'est pas pour moi ». Bon, mais voilà, on renonçait à l'école avant que l'école vous foute dehors. Bien. Après 1980, on assiste, alors je donne des dates un peu trop précises bien sûr, hein, il y a un espèce de tournant tout à fait essentiel qu'on a appelé celui de la massification scolaire. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, on peut dire que la prolongation des scolarités est massivement prolongée. Cette prolongation des scolarités, elle est liée à de multiples phénomènes, j'en évoque que quelques-uns. Le souci d'éviter le chômage et le déclassement, on sait que mieux vaut avoir un diplôme pour avoir un emploi, d'où une demande massive de scolarisation de plus en plus grande, la quête du salut social par les études longues, les parents se disent il faut que mon enfant réussisse à l'école pour avoir un emploi et si possible un bon emploi, d'où la mobilisation plus ou moins désarmée de ces familles populaires, il faut ce qu'elles peuvent pour accompagner leurs enfants, mais c'est ce qu'elles peuvent parce qu'elles sont pas elles-mêmes très peu familières de ce système scolaire. D'où aussi, parallèlement, un discrédit croissant de l'enseignement professionnel court et des lycées professionnels par rapport au cursus dit normal. Les enfants ont intériorisé que réussir à l'école, voilà, ça voulait dire poursuivre le cursus réputé normal. Bien. Alors en fait, on assiste, avec cette transformation du système scolaire que j'évoque à grands traits rapidement maintenant, à une espèce de diversification croissante des cursus scolaires, une diversification des diplômes obtenus, des filières scolaires, donc aussi des avenirs professionnels. De sorte que, en définitive, ce qui nous intéresse dans mon propos, c'est que l'accès aux classes populaires va être aujourd'hui de plus en plus une conséquence de l'échec scolaire total ou relatif. De sorte aussi que le système scolaire est à la fois devenu pour les familles populaires l'objet de tous les espoirs, c'est la croyance à la démocratisation du système scolaire, mais aussi l'objet de toutes les déceptions, c'est les effets des mécanismes scolaires ordinaires de la reproduction que les sociologues, Bourdieu le premier, ont expliqué depuis longtemps. Deuxième aspect de cet itinéraire des enfants issus de familles des classes populaires, c'est l'accès au marché du travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Or, ce marché du travail s'est lui aussi profondément transformé. Je donne une date à peu près, disons grosso modo 1975, la moitié des années 70. Depuis la moitié des années 70, on assiste, on pourrait dire, à une crise de reproduction des milieux populaires. Voilà, c'est-à-dire que la reproduction qui allait de soi, voilà, au père ouvrier succédait à un fils ouvrier, au père mineur succédait à un fils mineur, etc. Donc il y a une crise de la reproduction. Cette reproduction qui se produisait autrefois grippe, en quelque sorte, de multiples façons. Je vais expliquer pourquoi. Et de sorte que, comme disait Robert Castel, s'est installée une insécurité sociale croissante. Voilà. Comment l'expliquer? Là encore, je vais faire très vite et à grands traits, comme pour le système scolaire.
on a assisté, à partir de la deuxième moitié des années 70, à des délocalisations croissantes, à une restructuration de branches entières de la production industrielle. Je parlais du mineur tout à l'heure, les mines, il y a longtemps que c'est disparu, mais le textile aussi, etc. Par ailleurs, on assiste au déploiement de nouvelles technologies, au déploiement aussi de nouvelles stratégies managériales, en partie la sous-traitance. Les grandes forteresses ouvrières sont disparues, on a des petites boîtes disséminées dans la nature, une désindustrialisation aussi considérable, qui aboutissent à quoi? Qui aboutissent à deux phénomènes tout à fait essentiels: la réduction du nombre d'emplois ouvriers et l'extension du chômage de masse, qui n'a jamais baissé de façon spectaculaire, et une précarisation croissante des emplois subalternes. Ce qui veut dire aussi, en fait, qu'on a assisté au cours de toutes ces décennies à une dévaluation de ce que Marx appelait la force de travail simple. Voilà, force de travail simple, ça veut dire ce à quoi faisait allusion se disait qu'ils n'avaient que leurs bras, quoi, en quelque sorte. Hein. Bon, dévaluation de la force de travail simple, qui était bien utile autrefois, hein, mais qui est de plus en plus dévaluée parce qu'il n'y a plus d'emploi pour, et dévaluation donc de la force de travail simple et des valeurs de virilité qui étaient le corollaire. Hein, de l'usage de cette force de travail comme de cette force de travail simple, voilà. Donc, premier aspect, celui-ci. Le deuxième aspect, c'est aussi, sur le marché du travail, une proximité croissante entre les emplois d'ouvriers et les emplois d'employés. Employés, il faudrait mettre un E et ES, parce que c'est des femmes. À 80%, les emplois d'employés sont occupés par des femmes. Le flou entre ces deux zones étant incarné par ceux qu'on appelle les ouvriers de service, hein, c'est-à-dire les salariés d'exécution du tertiaire, qui sont massivement des femmes, comme je le disais à l'instant, de sorte que pour les jeunes sans diplôme ou titulaires de diplômes professionnels dévalués, typiquement le CAP de comptabilité, ce sera une citation, voilà, une citation d'un ethnologue américain que j'aime bien, Philippe Bourgois, qui dit que de sorte donc voilà, ces transformations aboutissent au fait que le rêve macho-prolétarien de faire ses 8 heures plus les heures supplémentaires tout au long de leur vie dans un atelier syndiqué à un poste difficile a été remplacé par le cauchemar d'un travail de bureau subalterne, mal payé et féminisé. Voilà, je crois que ça décrit bien, la situation de ces jeunes qui débarquent sur le marché de l'emploi sans ressources scolaires en particulier. Si bien que, finalement, à l'autodamnation qui conduisait les fils d'ouvriers à travailler dur, s'est substituée une sorte d'aversion pour des emplois subalternes, précaires, mal payés, mais par ailleurs aussi difficilement accessibles, bien que ce ne soit pas rigolo. Voilà, c'est donc confronté à cette situation que je viens d'évoquer rapidement que les difficultés, celles des jeunes en difficulté, vont apparaître ou plus précisément s'aggraver. Troisième volet, j'aurai bientôt fini, les jeunes en difficulté donc sont, parmi ceux dont je viens de parler, confrontés à des problèmes spécifiques. Je m'en tiendrai à 3 types de problèmes, 3 types de difficultés, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres. D'abord, des difficultés d'accès à l'emploi, qui succèdent même aux difficultés scolaires que je viens d'évoquer à l'instant, le décrochage scolaire, comme on dit, pour les plus démunis, des difficultés familiales, et enfin, dans bien des cas, des pratiques déviantes qui en sont le corollaire. Des difficultés d'accès à l'emploi, je fais vite. Pour ces jeunes sans formation professionnelle, la stabilisation dans un emploi durable est, ou s'avère être, l'horizon, souvent indéfiniment éloigné, d'une période de transition où alternent les stages, les emplois précaires, le chômage, etc. Bien. Et ce stage, ce SAS, en quelque sorte, est d'autant plus long que le capital scolaire détenu et le capital social mobilisable pour trouver un emploi sont plus faibles. Voilà, d'où, faute d'emploi, dans des familles elles-mêmes pauvres, le dénuement économique et la déprime fréquente qui va avec. Deuxième aspect, les difficultés familiales. Je ne parlerai pas ici à tort, parce que j'ai l'impression que c'est un cas que vous rencontrez fréquemment. Ces enfants sans famille, placés à l'ASE,
ces enfants sans famille aussi parce qu'issus de l'immigration, des primo-immigrants qui se retrouvent perdus ici avec rien du tout, pas de famille. Bien. Donc les difficultés familiales, je vais évoquer ceux qui ont encore une famille pour dire que ça va pas, c'est pas non plus forcément très rose. Dans la mesure où ils sont privés des bases matérielles de leur autonomie, ils n'ont pas du mal à accéder à l'emploi, comme je le disais à l'instant, se met en place une impossibilité ou une difficulté plus grande du processus normal d'émancipation de la tutelle familiale. Normalement, quand on est sorti de l'école, on a un premier emploi, on va petit à petit quitter ses parents. C'est la décohabitation familiale, comme disent les démographes. Mais dans la mesure où on n'a pas d'emploi, on stationne. On stationne de plus en plus longtemps dans cette famille d'origine, celle des parents. D'où des tensions souvent croissantes dans cette famille d'origine, justement. Père qui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es encore debout, t'es encore couché à 11h du matin. Bon, voilà. Dans le pire des cas, là où les familles d'origine sont elles-mêmes en situation précaire, ça aboutit souvent à l'éviction de la famille d'origine. On se fait virer, on se retrouve à la rue, d'où ces jeunes en errance qui sont aussi sans emploi, à la rue, zonards, etc. Voilà, et on peut imaginer que ces difficultés familiales, l'éviction du foyer familial d'origine, sont particulièrement fréquentes dans les familles immigrées primo-arrivantes qui sont elles-mêmes en grande difficulté pour survivre. Enfin, le troisième volet, qui malheureusement va avec ce dont je viens de parler, moi j'ai passé pas mal d'années de ma vie à travailler sur ces gens-là, les pratiques déviantes. La délinquance, d'abord, la toxicomanie ensuite. La délinquance, l'appartenance à des familles populaires plus ou moins défamiliées va de pair, voilà, les sociologues ont montré ça il y a bien longtemps, avec le décrochage scolaire et la filiation précoce des jeunes livrés à eux-mêmes, comme on dit, à la culture de rue et au monde des bandes qui, eux, comme eux, leurs alter ego en quelque sorte, qui sont eux aussi à la rue. L'échec donc des tentatives d'insertion professionnelle, l'inemployabilité, comme on dit, l'impératif de la débrouille confronté au dénuement économique débouche souvent sur l'engagement dans l'économie souterraine, de business, comme ils disent aujourd'hui, et à terme sur un cursus sur un casier judiciaire, parce que on finit bien par se faire attraper, qui renforce lui-même l'inemployabilité, etc., d'où un espèce de cycle infernal qui risque fort de mettre ça en place et dont j'imagine que vous vous êtes trouvé confronté assez souvent. Deuxième volet, j'en finis avec cette misère sombre dont je vous parle, les toxicos. Les mêmes trajectoires pour ceux qui sont les plus démunis de ces valeurs de virilité, du capital agonistique, est un homme, un vrai, dont je parlais, qu'il faut pour survivre dans le monde des bandes et dans le monde du business. Ceux qui sont donc plus démunis de capital guerrier, pour parler comme un jeune sociologue, Thomas Sauvadet, qui est indispensable pour se faire une place dans le monde des bandes, dans le business, etc., dérivent souvent vers des conduites addictives graves, qui sont stigmatisées par tous, les tox, comme ils disent, qui sont plus ou moins clochardisés, et souvent plus que moins. Voilà, c'est à cette population que sont confrontés, je crois, les travailleurs sociaux et les stratégies d'insertion sociale qu'ils tentent de mettre en œuvre, que vous tentez de mettre en œuvre. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Mauger. J'invite Jean-Michel Iter, fondateur de l'Étage, à nous faire une présentation historique. Et cette fois-ci, on va parler d'un ancrage strasbourgeois. Voilà, évidemment, c'est pour un témoin qui a été historien, c'est aussi un piège que de devoir traiter de manière un peu historique une histoire à laquelle on a été aussi intimement mêlé. Alors j'ai pris le parti, parce qu'on m'avait piégé en parlant d'histoire, de commencer par parler de 40 ans avant la création de l'Étage. Donc je démarrerai sur l'immédiate après-guerre. Je viens d'ailleurs de travailler effectivement dans des archives qui datent de ce moment-là. En effet, c'est après la Seconde Guerre mondiale que se mettent en place les grandes lignes d'une nouvelle politique jeunesse, officiellement en rupture avec ce qu'avait fait le gouvernement Pétain,
mais en fait largement dans sa continuité, même si, par certains aspects, des éléments de l'époque du Front populaire ont été repris aussi. Un vaste mouvement de réforme était en cours dans tout le pays, et l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, avait privilégié la prévention sur la répression. En effet, le regard sur la problématique évoluait, et la manière d'ailleurs de désigner les intéressés en témoigne. En effet, on parlait facilement auparavant de l'enfance coupable. C'était même le nom d'une revue, d'une ligue du même nom, qui existait encore après la guerre. Mais en 1945, coupable a été mis entre guillemets, et en 1947, la revue a changé de nom de façon très significative pour s'appeler Sauvons l'enfance. C'est d'ailleurs une revue qui tirait à 800 exemplaires, mais qui était très lue et diffusée dans les milieux de l'action sociale et de la justice. En 1947, les préfets ont été chargés d'évaluer les besoins en matière sanitaire et sociale pour proposer des plans départementaux. Ils étaient invités d'ailleurs à s'appuyer pour ce faire sur des commissions spécialisées. Dans le Bas-Rhin, une telle commission s'est mise en place sous l'égide du préfet qui d'ailleurs, personnellement, l'animait, la dirigeait pendant près d'1 an. Cette commission s'appelait, c'est intéressant de noter, la Commission régionale de l'enfance inadaptée. En effet, comme dans beaucoup de départements, on avait choisi la terminologie d'enfance inadaptée. D'autres avaient préconisé d'autres appellations en disant on pourrait parler d'enfants nerveux, on pourrait parler d'enfants irréguliers, on pourrait parler d'enfants caractériels. Mais comme on pensait que c'était le milieu et les familles qui pouvaient générer les problèmes auxquels se heurtaient les enfants, on pouvait aussi imaginer de pouvoir intervenir précocement sur ces causes. Donc cette commission s'est mise en place avec une forte représentation du corps médical. Parce que, outre les représentants des associations et de quelques élus, il y avait 7 ou 8 médecins. La titulaire de la chaire de psychiatrie de la faculté de médecine, le doyen de la faculté de psychologie, un pédiatre, des neuropsychiatres et quelques psychiatres. En effet, ces médecins ont d'ailleurs eu une influence assez prépondérante dans les lignes d'action proposées. Ces lignes d'action s'articulèrent entre 3 axes. Le premier axe était une intervention efficace et déterminée sur le tissu urbain. C'est d'ailleurs assez amusant, dans la commission, on ne mâche pas ces mots, on dit « il serait temps de dynamiter les îlots insalubres dans les villes ». On pense d'ailleurs à Marseille, le quartier du Panier avait été dynamité. Alors on était encore un peu dans cette idée, on pouvait dynamiter les quartiers pourquoi il fallait les dynamiter? Parce que c'était des zones dangereuses. Et c'était de ces zones dangereuses qu'étaient issus tous les problèmes, et notamment les jeunes en grande difficulté. En attendant de dynamiter ces quartiers, il fallait tous les encadrer avec de l'action sociale, des écoles en plein air, des jardins d'enfants et des cantines. Pour ce qui était des temps libres et des loisirs de la jeunesse, on pouvait les confier à des mouvements qui pouvaient s'inspirer de ce que faisait le scoutisme. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un accompagnement renforcé au sein des familles, avec des délégués à la tutelle ou des responsables de l'éducation surveillée. Par ailleurs, on comptait sur les écoles pour faire un diagnostic précoce des inadaptations, ce qui permettait de repérer les enfants, cette fois on utilise le terme de caractériels, qui pourraient être orientés vers des dispensaires d'hygiène mentale, et on misait sur des psychothérapies du type de ce qui se pratiquait dans le Valais dans les années 30, en Suisse, et dont les promoteurs vantaient les résultats en disant 25 à 30% des enfants sont complètement réadaptés après ces psychothérapies. Troisièmement, ce n'est que dans les cas extrêmes qu'on devait envisager le placement des enfants.
En effet, beaucoup de membres de la commission, et ça c'est extrêmement intéressant quand on consulte la liste, ont été en prison, ont été déportés, ou alors pour certains ont été dans des camps de prisonniers militaires. Et ils étaient absolument allergiques à tout ce qui pouvait faire penser à de l'enfermement. Par ailleurs, ils disaient de toute façon, la sortie de cet établissement ne donne pas de très bons résultats. Visiblement, avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça n'a pas trop changé. Et on attribue à l'époque la raison de ces échecs, entre guillemets, au fait que les enfants étaient coupés des autres enfants et vivaient en quelque sorte en vase clos. Donc les placements devaient être envisagés en toute dernière extrémité. 3 axes, donc. Le premier, les quartiers, l'urbain. Deuxièmement, les familles. Troisièmement, les placements. Faisons maintenant un saut d'une 40aine d'années. Dans les locaux de l'Étage, qui était une association qui venait de se constituer quelques années auparavant, apparaissent des jeunes qui précisément n'étaient plus dans des quartiers, n'étaient plus au sein de leur famille et étaient généralement en rupture avec les institutions qui étaient supposées les protéger et les éduquer. C'étaient des petits groupes de garçons et de filles qui se faufilaient en quelque sorte dans des interstices peu contrôlés de l'espace urbain, qu'ils parvenaient, tant bien que mal, à détourner de leurs fonctions habituelles. Exemple emblématique, les wagons de chemin de fer, les wagons de voyageurs stationnés dans la gare basse, qui accueillaient toutes les nuits quelques 50, parfois 100 jeunes qui dormaient dans ces wagons dans un jeu de cache-cache constant avec les forces de police et les agents de sécurité de la SNCF. Ces jeunes n'avaient pas de ressources, ne bénéficiaient pas d'aide sociale, mais savaient se débrouiller. La ressource la plus avouable était ce qu'ils appelaient la manche, c'est-à-dire la mendicité, qui se pratiquait généralement en groupe, 2 par 2, pour arriver à bien canaliser, par exemple, les flux de voyageurs à l'entrée de la gare. Le produit de la manche était généralement mutualisé et redistribué entre les différents mancheurs. Ces jeunes, d'ailleurs, avaient un mépris total pour ceux qu'ils appelaient les clodos, qui, eux, mendiaient assis par terre, ce qu'ils appelaient faire le tape-cul. Et pour eux, le tape-cul, c'était la chose la plus humiliante possible et d'ailleurs la moins lucrative. Ces petits groupes étaient aussi mobilisés dans des activités un peu moins légales, puisqu'ils organisaient des vols en bande, ce qui est plus facile dans un grand magasin pour voler de l'alcool ou autre chose, parce qu'il y en a qui détournent l'attention, d'autres piquent la bouteille, ils se la passent, etc. C'est vrai que ces groupes de jeunes faisaient aussi une forte consommation d'alcool, de médicaments, et également de drogues variées et diverses. Enfin, une autre source de ressources était la prostitution, ou même plus fréquemment le pigeonnage. C'est quoi le pigeonnage? Ça consiste à proposer à un client potentiel une prestation sexuelle, à encaisser l'argent et à se barrer en courant le plus vite possible. J'ai souvent entendu un certain nombre de ces jeunes se vanter de leurs exploits au restaurant de l'Étage. D'ailleurs, le groupe était assez précieux pour ce pigeonnage parce que ça permettait éventuellement de faire un croche-pied aux clients dépités qui essayaient de se lancer à la poursuite. Et en fait, c'était une activité qui était considérée comme relativement honorable parce qu'il disait quand même, prétendre se faire tailler une pipe pour du fric, c'est quand même complètement dégueulasse. De piquer le fric à des vieux cochons, c'est quand même pas... C'est normal, finalement. C'est normal. De toute façon, ce fric, il l'aurait dépensé avec des putes. Donc, que ça rentre dans notre poche, c'est tout à fait... c'est presque moral. Alors, il m'est arrivé de dire, mais enfin, ça peut quand même être dangereux, parce que vous pouvez tomber sur des types très violents. Il dit, Jean-Michel, tu crois qu'un type court très vite avec la bite à l'air et le pantalon baissé? Voilà. Ces jeunes étaient sans domicile fixe, mais rien ne ressemblait à l'image qu'on se faisait alors des clochards.
Rien, du point de vue vestimentaire, ne les distinguait des autres jeunes, et ils étaient même, disons, en capacité à s'adapter à des situations qui souvent étaient des situations un peu extrêmes. Eux-mêmes se définissaient comme étant de la zone. Dans l'une de ces acceptions, la zone désignait des quartiers peu urbanisés des villes, ou des périphéries. C'est encore une définition du Robert. Pour ces jeunes, la zone, ce n'était plus un lieu géographique déterminé, mais un mode de vie qui se caractérisait par une forme contrainte de nomadisme. Ces jeunes dormaient là où ils le pouvaient, dans des caves, dans des entrées d'immeubles, à la Garbasse, je l'ai déjà dit. Et quelque chose qui me paraît important, c'est un milieu au sein duquel existait une certaine forme de solidarité et, en tout cas, de façon extrêmement importante, une circulation très précise de l'information. À l'heure où n'existait pas de téléphone portable ni de réseaux sociaux, les nouvelles allaient extrêmement vite. Un épisode assez révélateur. Un jour, à l'étage, un petit groupe de 2 ou 3 jeunes m'informe du décès accidentel d'un autre jeune qui était mort accidentellement, asphyxié par le monoxyde de carbone d'un chauffage de fortune dans un squat particulièrement mal foutu. Et ils me disent quand même, il ne faut pas qu'ils soient enterrés comme un kleps, il faut qu'on fasse quelque chose à sa mémoire. Alors bon, j'avais suggéré peut-être qu'on puisse organiser une cérémonie dans une paroisse protestante, précisément Sainte-Aurélie, où le pasteur Ruffel, Michel Ruffel, qui a été après le président de l'Église protestante, le père de Dorothée, mais aussi le président d'honneur de l'étage de 1994 à son décès. Donc Michel Ruffel a dit bien volontiers, on ne va pas tenir de propos lénifiants, mais on va tenir un propos d'hospitalité. Le jour venu, je me trouve avec le pasteur Ruffel à la porte de l'église, il n'y a pas un chat. On s'apprêtait à repartir quand on entend un brouhaha monter de la petite ruelle derrière cette église. Un vrai brouhaha. Et tout à coup, on voit arriver tout un cortège de personnes dont les premiers tenaient une énorme gerbe, qui était à notre camarade, et un cortège varié et complètement bigarré. S'y participaient aussi un certain nombre de femmes prostituées du quartier Gare qui avaient enfilé un imperméable au-dessus de leur tenue de travail habituelle pour, disons, dans un souci de décence. Souci de décence qui allait également trouver un point culminant quand l'un des porteurs de gerbes a demandé aux gens réunis dans le cortège en disant « Les gars et les filles, pas question de rentrer des bouteilles d'alcool dans l'église. Vous les laissez à l'extérieur. » Je vous laisse imaginer la vue tout à fait inhabituelle du parvis du temple avec des bouteilles de bière et d'alcool variés et divers. Je vous raconte cette anecdote surtout pour insister sur la manière extrêmement rapide dont ça se communiquait et finalement des liens de sociabilité demeurant existantes. Maintenant, venons-en à l'étage. L'accueil de ces jeunes zonards à l'étage n'était absolument pas le fruit d'une stratégie délibérée. Elle n'avait pas été programmée. Les locaux de l'association avaient été en quelque sorte squattés. Les jeunes zonards s'y étaient fait une place d'une manière qui n'avait été nullement anticipée par les fondateurs de l'association. En effet, ce qui allait devenir l'étage, dont la préhistoire remonte même au milieu des années 70, c'était quelque chose qui s'était fait progressivement et qui était d'abord compris comme une initiative d'éducation populaire, destinée à des apprentis ou des pré-apprentis du quartier de la Cruteno à Strasbourg. Un lieu d'accueil avait été ouvert avec le soutien et un petit financement des églises protestantes. Je fédérais une équipe bénévole
Et j'occupais à l'époque un poste de pasteur, mais auparavant, j'avais été très actif dans des mouvements alternatifs, une librairie coopérative, l'hebdomadaire Russenfolik, des associations antinucléaires ou, encore très fortement, avec l'Anza del Vasto, des associations prônant la non-violence. Les militants qui faisaient vivre l'association à ce moment-là étaient pour beaucoup, ou même pour la majorité d'entre eux, issus de ces mouvements et de ces mouvances, et parfois d'associations d'origine protestante comme la CIMAD. Il s'agissait de faire vivre un espace de rencontre qui se voulait un espace de liberté, une sorte de bistrot-restaurant. Le principe n'était pas de proposer des activités, mais d'abord un accueil. Mais c'est bien la rencontre avec ces jeunes de la zone qui a été un déclic, qui a finalement poussé à mettre en place un certain nombre d'initiatives avec ces jeunes et en leur faveur. Alors vous savez, comme historien, j'aime bien me fonder sur des documents plutôt que sur ma mémoire, et j'ai repris un travail d'analyse qui avait été fait par René Oberlé, qui était le directeur du CRAI, et qui avait produit une étude à l'occasion des 10 ans de l'association. Et il faisait plusieurs constats. Le premier, c'est que les équipiers de l'étage ne se référaient pas à un corpus idéologique ou méthodologique précis, mais que ce qui était au centre de l'action, c'était l'action finalement. L'autre caractéristique, il disait, ce qui l'a frappé, lui qui avait l'habitude d'analyser des institutions plus classiques, il dit voilà des équipiers qui ne comptent pas sur des financements pour entreprendre, mais entreprennent et voient après comment ils peuvent trouver les moyens pour financer l'activité. Il dit l'association ne comptait pas sur les financeurs officiels, sur les autorités pour entreprendre, mais ce qui lui donnait une certaine liberté et indépendance par rapport aux pressions de tout ordre. Le fait que l'association prenne à bras-le-corps des problèmes difficiles à gérer et sans poser trop de préalables arrangeait finalement les pouvoirs publics. Mais même si le travail effectué leur ôtait une épine du pied, elles étaient aussi souvent agacées par des pratiques perçues comme hors normes, voire un peu subversives dans un secteur où la réglementation et donc les contrôles sont déterminants. C'est en effet l'accueil qui était au cœur, mais aussi des formes de réflexion, de débat avec beaucoup de personnes. L'étage, concluait, disait Oberlé, est un lieu de fomentation d'idées. Les membres de l'équipe se retrouvaient, je cite toujours Oberlé, autour d'un système de valeurs plus implicite qu'explicite et étaient traversés par des courants de pensée très diversifiés. Les principaux soucis, c'était un souci d'indépendance, mais aussi avec beaucoup de pragmatisme, et l'équipe recourait parfois à des mesures ou des approches tout à fait inhabituelles pour explorer des voies nouvelles. L'évaluation se faisait après coup, en laissant tomber ce qui ne marchait pas et en gardant ce qui semblait avoir un avenir. René Oberlé avoua, au terme de son étude, qu'il était perplexe. Il s'était sérieusement demandé s'il avait affaire à des somnambules ou à des visionnaires géniaux. Il dit pourtant, il s'est quand même rendu compte que l'action de l'association, qui était certes la conséquence d'une manière d'être personnelle, spontanée, d'une forme de révolte, du refus des compromissions, surtout avec les pouvoirs fondés sur la force ou l'argent, mais il disait ça, on sent aussi une stratégie assez habile. On décèle ici un réalisme qui montre qu'on n'a pas affaire qu'à des rêveurs. Ainsi, les équipiers de l'étage, qui avaient un côté, disait-il, pensait-il, très anglo-saxon, finalement, faites-le vous-même. Et cette association avait aussi, finalement, il trouvait très intéressant que ce soit cette association qui était à l'initiative de nombreuses alliances interassociatives, sans pour autant prétendre au leadership de ces task force qui étaient constituées.
Ces alliances, d'ailleurs, étaient constituées sur un mode non, pas du tout fusionnel et des désaccords pouvaient subsister. Un exemple, c'est à l'automne 89. Les contrôles s'étaient renforcés dans le quartier de la Gare et dans divers endroits où les jeunes avaient l'habitude de se tenir. La situation s'était dégradée au point d'inciter un certain nombre de ces zonards à passer à l'action. Ils ont rédigé un texte et une pétition assez largement diffusée, ont su sensibiliser des journalistes à leur cause, au point que le 4 novembre 89 apparaît à la une du journal L'Alsace un grand titre, j'essaie, il faut que je le retrouve, en rupture de famille, des jeunes vivent dans les trains. Et à l'intérieur, un article signé de Michel Arnoux, qui était un journaliste de l'Alsace, mais aussi le correspondant local du journal Libération, qui développait vraiment un descriptif de la vie quotidienne de ces jeunes. Ça a été repris d'ailleurs à la télé, dans des radios, dans des hebdomadaires, et ça fait un certain bruit. La municipalité a réagi et a pu acquérir dès le mois de novembre, enfin dès le mois de décembre suivant, un hôtel désaffecté du quartier Gare en faisant appel à des procédures d'urgence tout à fait inhabituelles. Donc un hôtel social a ouvert. Malheureusement, 6 semaines après, il a brûlé. C'était accidentel, c'était lié à un circuit électrique. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais on était retournés à la case départ et beaucoup de gens se retrouvaient à la rue. C'est là qu'un nouvel appel a été lancé pour créer un dispositif d'hébergement qui, comme l'hôtel social, sera géré par une association d'associations, l'association d'accueil et d'hébergement. Ça a été assez innovant puisque, à partir d'une centrale de réservation, quelques 1200 personnes par an, on peut être hébergé pendant une durée au moins à peu près de 18 ans. C'est un système assez unique en France, mais je veux quand même noter une chose intéressante. En accord avec l'ensemble des partenaires, il avait été convenu que l'accueil ne pourrait se faire que par le biais d'un référent social ou d'un travailleur social. Ce qui a évidemment pour conséquence de mobiliser du travail social autour de ces jeunes, mais aussi d'arriver à quelque chose de beaucoup plus individualisé. Ça a eu l'effet un peu paradoxal de faire imploser ce mode de fonctionnement spontané et solidaire, au point d'ailleurs quand même quelque chose qui m'avait frappé et préoccupé, si pour le grand nombre ça a été très bénéfique, notamment en permettant un accès aux droits, notamment aux soins, pour les plus marginaux, ça a été tout à fait catastrophique, ils se sont retrouvés encore plus isolés, au point d'ailleurs que dans le premier hiver, on a enregistré une dizaine de décès sur un ensemble qui était quand même pas encore très nombreux, de quelques 150 individus, ce qui est très considérable en nombre, pour les raisons les plus diverses, des rixes, des overdoses, aussi des prises de risques inconsidérées, puisque par exemple des jeunes sont morts pour s'être introduits dans le boîtier à la gare, dans le boîtier électrique à haute tension et sont morts brûlés. Donc pour les plus marginaux, ça n'a pas du tout été aussi positif que pour le grand nombre. Voilà. Par ailleurs, l'étage est aussi, une fois que le pied était mis dans ce type de travail, l'étage est intervenu aussi à la suite du rapport rédigé par Bertrand Schwartz sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans des actions de formation. La difficulté était de ne pas prendre les jeunes qui étaient reçus pour des demeurés en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes. Ils savaient aussi bien que leurs formateurs que les emplois qui s'ouvraient à eux étaient des emplois offrant un intérêt pour le moins limité. Par conséquent, il paraissait peu intéressant d'apprendre à rédiger des lettres de motivation du style « Voilà, j'ai un sens aigu de l'hospitalité, ce qui me permettra d'être hôtesse de caisse. » Ou mieux, « Je suis noir, par conséquent, je suis tout à fait l'homme de la situation pour exercer un emploi d'agent de sécurité. » Ou encore, « Je viens d'effectuer un tige
pour ceux qui ne le savent pas, un travail d'intérêt général. Donc, je suis parfaitement en capacité d'exercer un travail sans intérêt en général. Donc, tout ça, on s'est dit, c'est peut-être pas la peine de se lancer là-dedans, mais d'organiser quelque chose qui associerait des jeunes et des personnes réellement passionnées par ce qu'elles faisaient. Souvent des artistes, des comédiens, des écrivains, des plasticiens, aussi un champion du jeu d'échecs, ce qui paraissait quand même tout à fait adéquat pour des jeunes supposés être en échec scolaire. Il s'agissait moins de se polariser sur la question de l'emploi immédiatement que ce qui pourrait enclencher une dynamique positive dans la trajectoire personnelle des individus en question, des personnes. Certaines activités pouvaient même apparaître comme un peu provocatrices. Par exemple, c'était un atelier de théâtre qui devait mettre en scène toutes les situations qui feraient qu'on ne se ferait jamais embaucher. Par exemple, on rencontre le recruteur, on lui dit « Dites donc, c'est le syndicat le plus combatif chez vous, c'est qui ?» Ou alors, quelle est l'attitude corporelle la plus à même de décourager le directeur des ressources humaines le mieux disposé. Tout ça montrait quand même une chose qui, à mes yeux, très intéressante, c'est que ces jeunes connaissaient parfaitement les codes. C'est pas ça qu'on avait besoin de leur apprendre. Donc, pendant une dizaine d'années, il y a eu des actions de mob. Ce n'est pas des courses de cyclomoteurs, hein, c'est des actions de mobilisation extrêmement diverses qui allaient de la construction de modules de glace sur la place de la cathédrale pour Nouvel An jusqu'à un opéra rap, enfin plein de choses, jusqu'à la construction sur les plans d'un ingénieur qui n'avait pas pu les vendre dans le privé, la construction d'un véritable avion avec les moulages de toutes les pièces de l'avion en question. Ça, c'est une action qui a quand même duré une année. Cette action, comme beaucoup d'actions de ce genre, a abouti au fait que les résultats en termes d'insertion professionnelle étaient sensiblement supérieurs, finalement, à la moyenne. Le travail n'était pas idéalisé, mais les jeunes trouvaient dans le salaire un moyen d'assurer leur subsistance. Alors, avec la mobilisation de fonds européens, plus précisément du Fonds social européen, l'État s'est trouvé en difficulté. Lors d'un contrôle effectué par une fonctionnaire de la direction du travail, l'ensemble de l'action s'est fait retoquer avec l'obligation de rembourser. Pourquoi ? Parce que même si le public semblait plus loin de l'emploi qu'en général, si les résultats étaient sensiblement supérieurs, les méthodes utilisées n'entraient pas du tout dans les protocoles qu'elle imaginait. Mais alors, pas du tout. Alors, j'avais beau rétorquer que certaines des choses qu'elle proposait me paraissaient stupides, ce qui n'était pas une bonne idée d'entrer dans ce genre de discussion, et surtout parfaitement inefficace. La contrôleuse s'indignait fortement de l'absence d'un démarchage systématique d'entreprise, il aurait fallu qu'on fasse ça tous les matins avec les jeunes, ni de la rédaction régulière de curriculum vitae. Je disais, ma pauvre, si vous voyez ce qu'on peut mettre dans un curriculum vitae, si on était un peu sincère, ça ferait encore plus fuir les employeurs, mais enfin bref. Le plan local d'insertion par l'économique fut sommé de rembourser les sommes. L'État, évidemment, n'a rien remboursé du tout. Personne n'a osé me le demander. Mais nous avons abandonné progressivement toute action de formation. Dernier point que j'aimerais bien aborder, c'est la question des revenus. En 1988, au moment de la mise en place du revenu minimum d'insertion, j'étais chargé au niveau national, en tant que vice-président de la Fédération de l'entraide protestante, de travailler avec les personnes qui élaboraient la loi. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer Jean-Michel Bélorget, qui était le rapporteur de la loi, mais aussi pendant au moins une mandature, voire 2 mandatures, le responsable de la commission d'action sociale au Parlement. Et Bélorget m'a dit, écoutez, en effet, la question des jeunes 18-25 ans me préoccupe, mais
j'ai pensé que c'était bien de les exclure du revenu minimum parce que nous allons mettre en place quelque chose de beaucoup plus favorable pour eux. Un filet de sécurité général pour les jeunes, mais avec des mesures particulières. Je dis, mais enfin, monsieur le député, je ne comprends pas bien si le revenu minimum d'insertion doit viser à l'insertion. Rien n'interdirait qu'il y ait des mesures, disons, un accompagnement particulier des jeunes. Ce n'est pas forcément une raison pour les priver de revenus. Il ne m'a pas répondu sur ce point et quand même, j'ai eu une réponse plus sibylline de Michel Rocard quelques années après. J'avais eu l'occasion de dîner avec lui quand il était député européen. Je lui ai posé la question en disant « Pourquoi avez-vous finalement à l'époque exclu les jeunes du RMI ?» Il m'a dit, et c'était assez sibyllin, « On ne pouvait pas tout avoir. » Je dis « Mais encore ?» Il dit « Mais bon, après j'ai cru comprendre, il n'avait pas la majorité, etc. au Parlement. » Mais enfin, c'est tout de même assez sibyllin. Mais quand même, la promesse qu'il y aurait un dispositif plus favorable a fait que finalement, l'immense majorité, par exemple des directeurs de missions locales, avaient tout à fait accepté cet argument. Et nous étions très peu nombreux à nous être étonnés de l'exclusion de ces jeunes. Et je reste quand même assez curieux de savoir pourquoi, justement en France, on a fait des 18-25 ans une catégorie administrative particulière. Je vous remercie. Merci Jean-Michel. J'invite pour un troisième exposé, et ensuite nous passerons à une petite table ronde. J'invite pour un troisième exposé François Sarfati. Vous êtes sociologue et professeur à l'université d'Evry. Bienvenue François, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bien, alors, je vais prendre la suite des deux précédentes interventions pour poursuivre sur ces questions de jeunesse, sur ces questions de vulnérabilité, sur ces questions de pauvreté, en revenant au fond sur un problème de départ qui se construit comme l'idée que les jeunes feraient difficulté à la société, l'idée que les jeunes seraient inadaptés. Ils seraient inadaptés au monde du travail, mais ils seraient inadaptés plus généralement à la société. Ce problème de départ se retrouve en France de longue date et on trouve un certain nombre de discours autour de ces questions. Génération après génération, cette même question se repose. Les jeunes sont accusés de ne plus vouloir travailler. Les jeunes sont accusés d'avoir quand même des relations au travail, à l'emploi, à la société très différentes des précédentes générations. Et les nouvelles générations, si on reprend un discours plus contemporain, seraient dorénavant zappeurs, seraient bloqués sur leur téléphone, ne voudraient s'engager qu'au compte-gouttes sur des questions qui les intéressent et pas sur toutes. Aujourd'hui, les jeunes seraient tous branchés transition environnementale, lutte contre le changement climatique. Bref, tout serait tellement différent aujourd'hui qu'hier, ce qui aurait des effets sur la question de la prise en charge de ces jeunes, de leur accompagnement, éventuellement du recrutement ou en effet aussi du management dans le travail. En tant que sociologue, je dois bien reconnaître que je viens d'aligner une série de clichés qui sont très souvent répétés. Au fond, je voudrais dire aussi que les différences intragénérationnelles sont souvent bien supérieures aux différences intergénérationnelles. Pour le dire autrement, vous trouvez autant de jeunes qui s'intéressent beaucoup aux questions climatiques que parmi eux qui n'en ont absolument rien à faire. Vous trouvez autant de jeunes nuls avec les nouvelles technologies que de jeunes complètement férus de nouvelles technologies. Et même, vous trouvez régulièrement des vieux très forts avec leurs smartphones et les réseaux sociaux, ce qui donc nous indique qu'au fond, la catégorie de jeunesse n'est pas forcément toujours un bon indicateur, ou en tout cas la catégorie générationnelle n'est pas toujours un bon indicateur de ce qui structure la question sociale. Toutefois, si la pauvreté et la précarité sont deux phénomènes importants dans notre société, ces deux phénomènes touchent avec encore plus d'acuité les jeunesses.
touche avec encore plus d'acuité les jeunesses, notamment puisque, on le sait, les jeunes rencontrent des problèmes qui ne sont pas simplement liés à l'accès à l'emploi. On le sait depuis longtemps, mais le moment qui a été évoqué à la tribune déjà, autour des années 80, le travail de Bertrand Schwartz notamment, a bien mis en évidence que les différentes difficultés rencontrées par la jeunesse touchaient aux questions d'orientation, de formation, de santé, de logement, des questions de relations familiales, des questions d'addiction, etc., etc. Au fond, dans les années 80, on a beaucoup lutté pour inventer un certain nombre d'actions englobées dans cette histoire d'accompagnement global, où on supposait qu'accompagner celles et ceux qui avaient besoin d'un coup de main, ça supposait à la fois de gérer un peu en sur-mesure, en tête-à-tête, dans un face-à-face, les différentes questions en fonction du moment où elles se posaient dans la vie de la personne qu'on avait en face de soi. Cette question est tout à fait intéressante parce qu'elle a structuré dans une myriade d'associations, de structures. On a parlé des plis, on a parlé des associations, on a parlé des missions locales, on a parlé de tout un tas d'autres acteurs. Mais je voudrais dire qu'en matière de jeunesse, comme en matière d'autres droits sociaux, au fond, il est à peu près clair que les droits sociaux sont une lutte permanente. Les droits sociaux sont une lutte permanente, jamais consensuelle, jamais acquis. Et au fond, si j'en crois par exemple le dernier travail de Nicolas da Silva sur la bataille de la Sécu, ce bouquin nous convainc qu'au fond, on n'est pas du tout... on n'a pas eu un âge d'or de la sécurité sociale comme si c'était unanime, comme si tout le monde était ravi d'avoir une institution ferme de la solidarité nationale sur des questions de santé, et comme si plus tard, ça aurait fini par devenir plus tendu, plus conflictuel, et que la puissance publique aurait, à un moment donné, décidé de commencer à rogner sur les droits. L'histoire de la construction de la sécurité sociale, comme l'histoire de la construction des systèmes d'accompagnement des jeunes, est une histoire conflictuelle qui suppose en permanence des ajustements, des réajustements entre ceux qui défendent des droits et ceux qui, d'une certaine manière, préféreraient rogner sur ces droits. Il me semble que dans ce qu'on vient de se dire là aussi, il y a un élément qui est important, c'est qu'on est passé d'un moment où il y avait des institutions un peu solides, l'école en est une, l'Église en est une autre, l'armée encore autre, à une myriade de structures, une myriade de dispositifs, une longue série de dispositifs qui permettent à la puissance publique, qui permettent aux décideurs politiques d'y accrocher leur nom. On a évoqué la question de Michel Rocard et de l'arrivée du RMI. On a évoqué plutôt Martin Hirsch et son livre vert de la jeunesse. On pourrait indiquer qu'à chaque fois, chacun de ces dispositifs, ça permet à un individu de faire avancer à sa manière quelque chose, mais aussi de dire, voilà, moi je suis l'auteur de ça, j'ai inventé ça, j'ai développé ça, je suis... La société m'est redevable d'avoir inventé ça. Je me souviens d'une certaine manière de ces fonctionnaires du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui disaient quand même la garantie jeune, on la doit au fait que notre ministre des Finances, notre ministre de l'Économie et des Finances du moment, un certain Emmanuel Macron, était très proactif sur ce dispositif. Et donc, vous voyez, cette affaire-là, elle est intéressante parce qu'au fond, on a des problèmes qui sont finalement des problèmes très structurants sur la jeunesse, des problèmes qu'on retrouve hier comme aujourd'hui. Toute l'histoire racontée par Jean-Michel Itter fait sens avec les questions de jeunesse, celles qu'on rencontre encore aujourd'hui. Et pour autant, on séquence, on structure, on déstructure avec des dispositifs, des micro-dispositifs qui arrivent, qui repartent. Et si on s'intéresse aux dispositifs ciblés sur les jeunes, eh bien, au fond, on en a eu toute une myriade depuis les années 70, au point où on ne peut plus les décompter, au point où ça pose une vraie question des sociologues de la jeunesse, des vraies questions pour tous les politistes, qui disent, mais au fond, on est passé des TUC au CES, des emplois jeunes, au CIVIS, on est passé par tout un tas de systèmes d'abaissement des cotisations, on est passé aussi à un dispositif trace, la garantie jeune, le CEJ dorénavant, etc., etc., au point où
les professionnels de l'action sociale passent leur temps à devoir, pas toujours actualiser leurs pratiques, mais devoir actualiser le formulaire, devoir recueillir la bonne signature sur le bon CERFA. Attention à ne pas se tromper de formulaire, sinon le FSE ne remboursera pas l'action. Et au point où, d'une part, les professionnels sont pris dans ces tensions, mais au fond, du point de vue des jeunes, du point de vue des jeunes qui éprouvent les besoins d'être accompagnés, ils se retrouvent confrontés à un maquis de droit dans lequel on a une cartographie des acteurs toujours plus compliquée, une cartographie des dispositifs toujours plus compliquée, et ce bien connu millefeuille des dispositifs. À des dispositifs locaux s'ajoutent des dispositifs territoriaux, nationaux, départementaux, européens, qui chacun permettent à quelqu'un de mettre son logo sur le dispositif, et en même temps, qui finissent par perdre les professionnels, les jeunes, et qui finit par faire abandonner les chemins du droit pour un certain nombre de ces jeunes. Sur le temps long, néanmoins, on observe que on est sous le régime de la reprise en main de l'État central. À une période d'euphorie des années 80 dans laquelle des acteurs locaux pouvaient imaginer des dispositifs, chacun à leur manière, dans un esprit d'éducation populaire, avec l'idée que ces dispositifs devaient être accordés aux nécessités des jeunes particuliers sur le territoire, avec l'idée que chaque professionnel était en capacité d'ajuster la technique au moment, aux jeunes. Eh bien, d'une certaine manière, l'État central a largement décidé de mettre en concurrence les acteurs, a largement décidé aussi d'un système, on appelle ça le New Public Management, d'un système dans lequel, au fond, on met en concurrence les acteurs, on rationalise l'activité, on contrôle l'activité, et dorénavant, vous le savez bien, vous le savez mieux que moi, une large partie du temps professionnel est consacrée non plus à agir sur la question sociale, à agir avec les jeunes pour les jeunes, mais à faire du reporting pour rendre des comptes aux financeurs. Intéressant cette affaire-là parce que ça dit bien que la question, historiquement, la question était d'imaginer que certains jeunes étaient peut-être vraiment en difficulté, mais que d'autres jouaient avec le système. Vous savez, c'est cette histoire complètement historique sur la pauvreté, où on passe son temps à distinguer le pauvre méritant, celui qui est démuni, qui aimerait bien travailler, qui aimerait bien rejoindre la société, du pauvre profiteur, de l'assisté, qui déciderait consciemment d'une position en se logeant dans les failles du système et en profitant du système. Cette absence de confiance vis-à-vis des jeunes se retrouve dorénavant sous le joug de ce New Public Management vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des structures. Et cette mise en concurrence par ce régime du New Public Management a pour effet un recentrement toujours plus fort des politiques à destination de la jeunesse sur un élément, l'emploi en l'occurrence. Avec Camille Dupuy, on a décidé de qualifier ce moment comme un moment de gouvernement par l'emploi. Aujourd'hui, l'action en faveur de la jeunesse se centre sur les jeunes, sur la formation des jeunes. La formation des jeunes ne doit plus être une formation à l'autonomie, à l'indépendance, vise plus tellement la citoyenneté et l'émancipation, mais cale absolument tout ce qu'on va transmettre à ces jeunes, l'horizon futur du CV, de la lettre de motivation, de l'employabilité. Au fond, on demande à l'ensemble des acteurs de jeunesse d'être des intermédiaires du marché du travail, de faire en sorte que chacun, chacune soit prêt à trouver à se faire embaucher. Chacun soit prêt à trouver à se faire embaucher, c'est-à-dire passe l'épreuve de l'entrée dans l'emploi, puis une autre épreuve, le fait de garder cet emploi.
Cette deuxième épreuve se résume très bien par 2 mots, docilité, adaptabilité. Quand on demande à un recruteur ce qu'il attend chez un jeune peu qualifié comme principale qualité, il dit au fond, un jeune, n'importe quel jeune, du moment qu'il est à l'heure et qu'il accepte de faire ce que je lui demande, et la phrase suivante, qui ferme sa gueule. Se montrer docile, être adaptable, sont 2 qualités particulièrement attendues des jeunes aujourd'hui, et en particulier des jeunes des classes populaires. Un nouveau régime s'est installé dans cette affaire-là, un nouveau régime qu'un sociologue américain a qualifié de Hope Labor, un régime dans lequel, au fond, on propose aux jeunes en particulier d'accepter aujourd'hui un emploi à tout prix, c'est-à-dire un emploi à n'importe quel prix, accepter un mauvais emploi aujourd'hui dans l'espoir qu'il débouche un jour, peut-être, sur un emploi un peu meilleur, en attendant le suivant. Et on balade les jeunes de stages en bénévolat, de bénévolat en service civique, d'apprentissage en CDD, avec une nouvelle thématique qui doit nous faire réagir, qui doit vous faire réagir en tant que structure associative aussi, avec une nouvelle thématique qui s'impose dorénavant, qui est que certaines activités, certaines tâches qui jadis étaient confiées à des travailleurs, à des professionnels, sont dorénavant déléguées à des services civiques, à des bénévoles, non pas des bénévoles qui s'engagent pour une cause, non, des bénévoles pour lesquels on dit « Vous voyez, à Pôle emploi, il y a une nouvelle activité à faire parce que comme on a réformé le système d'information, qu'un demandeur d'emploi ne doit jamais voir un conseiller en direct sans s'être logué sur ces satanés logiciels, et qu'on nous dit « Ah oui, mais il y a quand même des gens en situation d'électronisme », eh bien, Pôle emploi embauche dans chaque agence 2, 3 services civiques qu'on met là pour faire de l'accompagnement au numérique, des jeunes services civiques qui n'ont jamais décidé d'être engagés dans la vie de la cité, à qui on dit juste « Je vous donne ce petit boulot, c'est un premier pas, c'est un boulot en attendant autre chose ». Ce régime du Hope Labor, prenez ça, mettez ça sur votre CV en attendant autre chose, est un régime qui fait de l'engagement, parce qu'évidemment on leur dit « Vous allez voir, c'est pour la société, c'est pour la bonne cause, etc. » Ce régime, cette emprise de l'engagement dans le sous-emploi est intéressante aussi parce qu'elle apprend à l'ensemble de ces jeunes, au fond, à se contenter d'un morceau d'emploi précaire, d'un morceau d'emploi, vous le savez, sans droit, puisqu'on n'est plus sous le régime salarié, mais sous le régime de l'indemnité, sans cotisation, sans droit au chômage, sans droit à la retraite. Je pourrais développer bien longtemps cette affaire de gouvernement par l'emploi, mais je voudrais plutôt terminer sur une note qui me semble extrêmement importante dans un anniversaire, en particulier dans une structure comme la vôtre. Fondamentalement, toutes les enquêtes que j'ai pu mener auprès de professionnels montrent le rôle du face-à-face. Je ne prétends pas que si j'étais directeur de l'étage, si j'assurais la présidence, si je siégeais au conseil d'administration, je serais plus malin que les autres avec le New Public Management. Moi-même, je me livrerais au reporting, je répondrais à des appels d'offres, je lancerais des opérations, je réclamerais les financements du FSE, des collectivités et d'ailleurs. En revanche, dans les observations de terrain que je conduis, le rôle primordial revient aux professionnels qui, dans les interactions de face à face, peuvent continuer à se détourner de l'atelier CV, à se détourner de la centration permanente sur l'obligation de l'accès au travail et à l'emploi. Et je dois bien dire qu'à chaque fois que j'ai vu ce genre d'atelier, ce genre de moments dans lesquels les professionnels, de manière un peu clandestine, de manière un peu à chaparder, un peu de temps sur les accompagnements pour faire autre chose que du travail et de l'emploi, arrivent d'abord à retrouver la satisfaction de leur engagement professionnel, arrivent ensuite à éveiller un intérêt et un enthousiasme chez ces jeunes, et surtout ont le sentiment de faire autre chose que de préparer ces jeunes à rejoindre l'intérim. Au fond, travailler dans le monde associatif, dans des structures de lutte contre la pauvreté et la précarité, c'est lutter un peu contre le gouvernement par l'emploi, c'est travailler aussi et toujours à chercher des formes alternatives permettant un peu
l'émancipation de la jeunesse. Merci beaucoup.